Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à présent? Oui. Pour le signe de manque extérieur de B sur la forme en produit de Oui. On prend le signe du travail qui change. Ouais. Je ne comprends pas la comment on peut faire de manque. S'il vous plaît, un peu de calme, merci. Je ne comprends pas d'où vient le changement de signe, c'est pour en fait toujours pour taper. Ok, alors effectivement, bon, c'est important de comprendre ça. Donc c'est une question sur le signe du calcul du travail moins PDV. Vous vous rappelez, donc la dernière fois, on a montré ça, on a calculé explicitement le travail des forces de pression. La force de pression étant en fait P, enfin la force de pression sur un petit élément de surface, c'est P ds fois U dans la direction orthogonale. Dans la direction orthogonale à la surface. Et donc dirigé dans le sens vers où ça pousse évidemment. Hein. Donc df c'est ça, et le travail, delta W, c'est cette force-là, scalaire, le déplacement. En fait, ça va être la somme sur toute la surface de ces travaux-là. Donc c'est la somme sur toute la surface qui enserre donc le gaz de P ds orthogonale scalaire dl. Et ça, donc ça c'est la surface. Donc si je représente un élément de surface ici, j'ai ds là, la pression extérieure qui pousse vers l'intérieur. Ouais, c'est un peu difficile à faire en 3D. Je vais prendre juste le bord comme ceci. Donc, j'ai un petit élément de surface ici, ds, qui se déplace de dl, d'accord, vers l'intérieur ici, par exemple. Et donc ds fois dl, c'est évidemment le petit bout de volume ici. Et si je fais la somme sur tous les éléments de surface tout autour de la surface, sur tout le pourtour du gaz, par exemple, du système, eh bien la somme de ces dV fait le volume total. Donc effectivement, on obtient delta W qui en norme fait PDV. Donc la question porte sur le signe ici. Bien simplement, si la pression extérieure ici travaille positivement, c'est-à-dire que le déplacement se fait dans le sens de la force exercée par la pression. Donc un travail positif, c'est bien la pression qui vient pousser par là et donc qui fait diminuer le volume. D'accord ? Donc si P extérieur travaille positivement, alors le volume décroît. Et donc on a dV qui est négatif, et donc le signe moins est cohérent ici. Donc si la pression extérieure travaille positivement, c'est-à-dire que la force qu'elle exerce se fait dans le déplacement dans le sens du déplacement, eh bien ça diminue le volume. A l'inverse maintenant, si P extérieur travaille négativement, comme ça, alors ça veut dire que en fait, la force extérieure qui pousse par là ne contribue pas au déplacement, mais au contraire s'y oppose. Donc ça veut dire que le déplacement se fait dans le sens opposé à la force de pression. Ça c'est la force de pression. Et si le déplacement est dans l'autre sens, vous voyez qu'effectivement le volume va augmenter. Alors le volume augmente. Mais à aucun moment P il a. Et si le volume augmente, on a des V positifs, et c'est à nouveau cohérent avec ça. Et à aucun moment le P il a.
Ah non, la pression n'a pas de signe. Oui, oui, ça c'est important. La pression, c'est une grandeur, qui est toujours positive. Oui, ça c'est quelque chose qui, je comprends que ça puisse être troublant. Si vous êtes dans un gaz comme ceci, la pression, alors elle est définie, elle est définie elle est définie partout, elle est définie sur les bords. Ça représente la force qui pousse, par unité de surface, qui pousse sur le bord. Mais on peut aussi définir la pression en un point à l'intérieur. C'est quoi cette pression? Vous pouvez toujours dire que si vous mettiez ici une petite surface S, eh bien cette pression, c'est la force qu'exerce, par exemple, le gaz de gauche sur la partie droite. Imaginez un petit élément de surface, vous mettez un petit bout de papier au milieu du gaz, voilà, comme ça. Voilà. La pression du gaz, c'est la force qu'exerce le gaz ici, là-dessus, qui pousse par là. Et bien évidemment, il y a aussi la même pression ici qui pousse par là. Mais à chaque fois, la pression, elle est positive. La direction de la force, c'est simplement dans la direction opposée de... Enfin, si le gaz est là, ça pousse dans l'autre sens, quoi. Voilà. Mais la pression est positive. Donc la force, c'est pour ça que quand on dit la force de pression, c'est, par définition, c'est P fois la surface fois ce U orthogonal. La direction, elle est claire. U orthogonal, c'est orthogonal à la surface, ok. Mais le sens, ça dépend de ce que vous considérez. Donc en un même point, la pression pousse dans tous les sens, en quelque sorte. Donc il faut faire des bilans de pression sur des volumes. Oui? Oui, c'est ce... Vous voulez dire ça? Ouais, c'est peut-être plutôt là qu'il faudrait mettre un U plus ou moins, en fait. Ouais. La norme de la force, c'est PdS. Et après, sa direction, c'est l'orthogonale. Et son sens, eh bien, c'est dans le sens opposé par rapport à là où se trouve le gaz. Donc, en un point à l'intérieur du gaz, la résultante des forces... Enfin, en fait, on ne peut pas parler de force de pression en un point. C'est une force de pression sur une surface. Et donc, la force de pression sur un élément de surface, si vous considérez la pression de ce côté-là, eh bien, ça pousse par là. Si vous considérez la pression de l'autre côté, eh bien, ça pousse dans l'autre sens. Donc, sur un volume fermé pour un gaz, par exemple, la pression extérieure pousse toujours vers l'intérieur, par définition. Par contre, la pression intérieure pousse vers l'extérieur. Mais si c'est à l'équilibre, c'est la même pression à l'extérieur et à l'intérieur, elle ne pousse pas dans le même sens sur la surface en question. Donc c'est... Ok? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Alors, on va reprendre donc la suite de... On va finir le chapitre aujourd'hui, on va reprendre la suite de ces calculs de travaux, en fait, des forces de pression. Alors, je ne sais plus exactement où je m'étais arrêté. Généralisation 3D. Généralisation 3D, ok. Donc, c'était un petit C, probablement. Ok. Alors, on va faire un petit D. On va calculer le travail dans un cas très simple, mais qui revient souvent, donc je vais faire le calcul explicitement, d'une transformation réversible, enfin quasi-statique, réversible, pour un gaz parfait. Bien. Alors imaginons simplement un gaz qui subit une transformation quasi statique, c'est-à-dire donc que la pression intérieure à tout instant va être égale à la pression extérieure, puisque quasi statique veut dire que si on arrête le système à un moment de la transformation, l'état du système est un état d'équilibre. Ça peut rester à l'équilibre comme ça. Alors, c'est jamais parfaitement statique, sinon ça ne bougerait jamais, mais c'est-à-dire que si vous, par exemple, prenez du gaz dans un piston, ici le gaz, donc P, V, T, et que vous poussez ici, vous mettez une pression extérieure, eh bien,
la transformation quasi-statique implique à tout instant P intérieur ici est égal à P extérieur, de sorte que vous puissiez être à l'équilibre. Si vous arrêtez de pousser, tout va bien. Enfin, il faut maintenir la pression extérieure, mais c'est un état d'équilibre. Bien, alors calculons simplement le travail lors du passage d'un état 1 à un état 2. Donc on a vu la dernière fois de manière tout à fait générale que ce travail il se calculait comme la somme de 1 à 2 de moins P dV, moins P extérieur dV. Donc ça c'est la pression extérieure. Ceci est le travail des forces de pression extérieure sur le système. Et comme on est quasi statique, P extérieur c'est P intérieur, et donc je peux écrire moins somme de l'état 1 à l'état 2 de P dV. S'il vous plaît, un peu moins de fond sonore. Merci. Donc ce P maintenant, c'est donc le P du gaz. Là c'était le P à l'extérieur du système, maintenant c'est le P du gaz. Donc si j'ai un gaz parfait, hein, c'est l'hypothèse dans laquelle je me mets, P, je sais très bien l'exprimer par exemple en fonction du volume. P égale nRT sur V, n'est-ce pas? Et donc, hein, j'utilise simplement l'équation d'état, ce petit n étant le nombre de moles. J'ai donc le travail qui vaut la somme de moins la somme de 1 à 2, l'état 1 à l'état 2, de nRT dV sur V. Et maintenant, si je suppose en outre que la température est constante, c'est-à-dire que j'effectue une transformation quasi-statique isotherme, à la température T, enfin T égale constante, c'est ça que ça veut dire. Par exemple, il suffit que je fasse la compression dans un récipient qui a des parois qu'on appelle diathermes, c'est-à-dire qui laissent passer la chaleur, de sorte que si je vais suffisamment lentement, ce qui est le cas de toute façon pour une transformation quasi-statique, eh bien à chaque moment, je vais être en équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, et donc les températures vont être égales, pourvu que l'extérieur soit un réservoir de température, si on peut dire, enfin un thermostat, j'avais commenté ça la dernière fois, de sorte que la température ne varie pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez standard. Donc si T est constant, ben, je peux le sortir de l'intégrale, et j'obtiens pour le calcul du travail des forces de pression extérieure, simplement, donc moins nRT, que je sors, ça c'est que des constantes, fois la somme de dV sur V, de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire du volume V1 au volume V2. Et ça, vous savez tous intégrer dV sur V, n'est-ce pas? Logarithme, voilà, donc ceci est égal à moins nRT log de V2 sur V1. Ok? Ça va pour tout le monde? Alors ce que vous voyez là, par exemple, qualitativement, pardon, donc quantitativement ça vaut ça, ok? C'est un résultat sympathique, facile à retrouver, c'est une intégrale. Ce que vous voyez, c'est que si V2 est plus grand que V1, d'accord? À ce moment-là, le log ici est positif. Le log est positif, et donc avec le signe moins ici, on a W qui est négatif. Autrement dit, le travail des forces de pression est négatif si le volume a augmenté. Bah oui, parce que là, je calcule le travail des forces de pression extérieures. Les forces de pression extérieures, elles poussent vers l'intérieur, par construction. Donc si le volume augmente, c'est bien que le volume a augmenté contre les forces de pression. Les forces de pression voudraient comprimer le gaz vers l'intérieur, et si malgré tout il est en expansion, eh bien c'est que les forces de pression travaillent négativement. Ça se retrouve ici. À l'inverse, bien sûr, si V2 est plus petit que V1, c'est-à-dire si on a vraiment comprimé le gaz, alors on voit que la pression extérieure a contribué à ça. Et c'est pas étonnant du coup de trouver que le travail est positif. Donc tout ça est bien cohérent. Donc c'est un exemple de travail lors d'une transformation d'un volume V1 à un volume V2 quasi statique pour un gaz parfait à température constante. Alors, je voulais faire un autre commentaire très général dont j'aimerais que vous reteniez l'importance pour tout ce que vous aurez à faire en physique, quelles que soient les disciplines, parce qu'on voit souvent ce genre d'erreur que je vais écrire tout de suite.
n'écrivez jamais, à la place de ce ln de V2 sur V1, là, n'écrivez jamais ln de V2 moins ln de V1. Ceci est une horreur totale. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, de façon à ce que vous ne fassiez plus jamais ce genre d'erreur. De même, n'écrivez jamais exponentielle de... On a déjà écrit des exponentielles de facteur de Boltzmann, vous vous rappelez, on a déjà écrit on avait un truc comme ça, là, 1,5 de HV2 sur KBT, voilà, ça, ok. N'écrivez jamais ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, certes... pardon, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire. Non, pardon, on avait écrit, on avait écrit ça, 1,5 de M. Oui, ça va pas le faire. Donc bon, je le fais là-dessus. Certes, ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Et ln de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. En maths, vous écrivez ça tous les jours. Et c'est très bien, n'oubliez pas ça, c'est vrai. Par contre, ici, vous avez des grandeurs dimensionnées. V, ici, c'est pas un nombre. C'est un volume, et ça a pour unité des mètres cubes. Si vous mettez la température, c'est pareil. Ça, vous avez parfaitement le droit d'écrire ln de T2 sur T1. Mais n'écrivez jamais ln de T2 moins ln de T1. Vous ne pouvez pas prendre le logarithme d'un nombre dimensionné. Le logarithme, c'est forcément quelque chose sans dimension. Le logarithme en lui-même est sans dimension, et la chose qui est à l'intérieur du logarithme est aussi sans dimension. Comment voir ça? Il y a plusieurs façons, mais vous pouvez voir par exemple que... c'est quoi la dérivée du logarithme? 1 sur x. Si vous faites d de log de x sur dx, vous obtenez 1 sur x. Cette relation vous montre que l'unité de x et de dx, c'est la même. Donc l'unité de ln de x, ça doit être... Enfin, il ne doit pas y avoir d'unité. ln de x est sans unité, d'accord? ln de x est sans unité, donc x doit être aussi sans unité, mais pourquoi c'est horrible? Est-ce que vous connaissez le développement limité de log de x, par exemple? Log de 1 plus x. Ouais, vous êtes un peu de mal dans votre vie, quand même. C'est quoi le développement limité de log de 1 plus x? Somme des k égale 0. Ouais, donc ça fait... Comment c'est ça? Ouais, mais faites-le moi comme ça, là. Je sais pas. Ouais, ça vous va, ça? Attendez, pourquoi moins? Non, c'est l'inverse, bien sûr. 1 plus x, voilà, plus x3 sur 3, moins, Moi, etc. il va faire le tel, Pas pour le log. Pour l'exponentiel, Il les connaît. Quoi? Il les connaît. je vais régler le cas de l'exponentiel en même temps. E puissance x, c'est quoi ça? C'est qu'avec des plus. Ouais, qu'avec des plus. 1 plus x x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel. Ça c'est bon, on l'utilise toute la matinée. Alors maintenant, Mais le dites-moi, ln. si x est une grandeur qui est dimensionnée, si x c'est des mètres, Non, il n'y a pas de factoriel. là il y a des mètres, là il y a des mètres carrés, là il y a des mètres cubes, ça vous dit d'additionner des mètres et des mètres carrés? Ça n'a pas le moindre sens, d'accord? L'exponentielle d'un truc qui serait dimensionné, ça n'a pas le moindre sens. Une autre façon de le voir, c'est que si vous changez d'unité, si je dis qu'un truc fait 10 mètres, ça veut dire que j'ai pris comme unité le mètre et j'en ai compté 10. Je peux les compter en centimètres. Donc 10 mètres, c'est combien de centimètres? Ça fait 1000 centimètres. Mais si j'ai E puissance x et que ça c'est des mètres, j'ai E puissance 10, et si je les mets en centimètres, j'ai E puissance 1000. Ça ne veut plus rien dire, en fait. C'est complètement différent. Ou alors, j'aurais pas les mêmes unités. C'est quoi l'exponentielle d'un mètre? C'est pas une unité, ça n'a aucun sens. Pensez à ça, pareil pour le logarithme, et réalisez que le log d'un truc dimensionné, ça veut rien dire, parce que si vous faites ce développement limité, par exemple, et qu'on a dit que x c'était des longueurs, et que je les mets en mètres, là j'ai des mètres, là j'ai des mètres carrés, donc déjà en soi c'est une horreur.
Pourquoi c'est une horreur? Parce que justement, si vous changez d'unité, si vous le mettez en décimètres maintenant, bah ça va être 10 fois plus grand, mais ça va être 100 fois plus grand, et puis ça 1000 fois plus grand. C'est pas du tout cohérent. Vous ne pouvez pas convertir... Enfin, c'est juste pas possible. Pour des raisons, mais complètement évidentes. D'accord? Donc, n'écrivez jamais le logarithme d'une grandeur dimensionnée. Ça n'a pas le moindre sens. Okay? Par contre, bien sûr, le logarithme du rapport de même grandeur, bah ça du coup c'est un nombre sans dimension. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est aussi une façon de vérifier dans vos expressions littérales, si vous avez le log d'une expression, cette expression doit être sans dimension. Si elle ne l'est pas, vous vous êtes gouré. Soit dit en passant, c'est pareil pour les cosinus et les sinus. N'écrivez jamais le cosinus, je ne sais pas, d'une longueur. Si ce truc-là est dimensionné, ça n'a aucun sens. À nouveau, vous pouvez faire un développement limité, vous allez voir que ça c'est 1 moins L2 sur 2, plus L4 sur 4 factoriel, etc. Et vous allez bien voir que vous avez des sommes d'unités qui ne sont pas les mêmes. Ok? Il faut vérifier la réponse. Donc quand vous avez un cosinus, la grandeur c'est un angle, et un angle c'est sans dimension. D'accord? C'est pas parce qu'on l'appelle radian, c'est sans dimension un angle. C'est l'arc divisé par le rayon, c'est un nombre sans dimension. D'accord? Bon, j'ai pris un peu de temps pour vous dire ça, mais vraiment ancrez-le vous dans la tête, parce que quand on est arrivé à l'expression W égale, on avait moins NRT, somme de V1 à V2 de dV sur V, je sais que vous auriez été tenté d'écrire moins NRT log de V entre V1 et V2. Ça n'a aucun sens. Alors, vous pouvez l'écrire sur un brouillon ou vaguement l'air de rien, mais ça ne peut jamais être un résultat final. Ça ne veut rien dire en soi. Ce qu'il faudrait faire en toute rigueur, ce serait écrire V sur V0 entre V2 et V1. C'est-à-dire vous divisez par un certain volume, et à ce moment-là, si vous développez ça, ça va faire ln de V2 sur V0 moins ln de V1 sur V0, vous pouvez les mettre ensemble, et à la fin, ça fait évidemment ce qu'on avait écrit, V2 sur V. Donc faites attention à ça, c'est important, parce que ça peut conduire à écrire des bêtises, mais à l'inverse, c'est une bonne façon de détecter des erreurs. Si vous avez un log d'un truc qui a une dimension, c'est faux, ou une exponentielle, ou un cosinus, n'importe quoi. N'importe quoi qui n'est pas une fonction avec... Enfin, bref, vous avez compris, j'espère. Bien, alors, je termine avec ça. Je voudrais maintenant prendre le cas d'une détente. Donc là, on a vu le cas d'un truc réversible. Je voudrais prendre le cas d'une détente spontanée irréversible. Alors, petite heure. Détente spontanée irréversible. Donc je vais prendre un exemple où on a un gaz, toujours dans un piston, c'est une façon simple d'avoir un truc à une dimension qui fait quelque chose qu'on sent bien intuitivement. Donc je vais commencer avec une pression P1, un volume V1, une température T1, d'accord? Et puis à l'extérieur, on a la pression extérieure qui vaut P0. Et tous les lundis, vous êtes à un niveau sonore 2 fois, 3 fois plus grand que le jeudi. C'est bizarre. Normalement, vous devriez dormir après le déjeuner. Petite sieste, non? En plus, c'est le début de la semaine. Tout va bien? Bien, alors, l'idée là, c'est que j'ai une pression P1 qui va être plus grande que la pression extérieure. Alors, évidemment, ça du coup, c'est pas une situation d'équilibre. Donc, en fait, par exemple, vous mettez une petite cale ici, d'accord? De telle sorte que le piston ne peut pas reculer. Et puis, à un instant t égale 0, enfin, à un moment donné, vous retirez la cale. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, si vous retirez la cale, vous avez ici une pression qui est plus grande que là, le piston va avancer vers la droite, et le gaz va se détendre, le volume va augmenter. Alors, cette situation n'est pas réversible, on va le voir tout de suite, elle ne peut pas être quasi statique.
Si vous avez P1 qui est plus grand que P extérieur, vous avez la force qu'exerce le gaz sur le piston ici, qui vaut quoi? Alors cette force F1 égale P1 fois S, je note S, la section du piston, d'accord? P1S dirigé comme ceci, je sais pas, j'appelle ça UX, vecteur unitaire dans la direction, j'appelle X ici, d'accord? Donc ça c'est la force F1 exercée par le gaz sur le piston. Et puis il y a la force F extérieure exercée par le milieu extérieur à la pression atmosphérique, disons P0, qui vaut moins P0 S UX. D'accord? Donc vous voyez, la norme, c'est la pression fois la surface, et la direction, il suffit de regarder, il faut simplement utiliser son bon sens. Donc si je fais le bilan des forces sur le piston, eh bien la somme des forces, c'est F1 plus F extérieur, ça va faire P1 moins P0, S UX. Et donc si P1 est plus grand que P0, évidemment, la force va être dirigée suivant UX, et le piston va avancer vers la droite. Bien. Alors là, on a un phénomène irréversible parce qu'il est non quasi-statique, dans le sens où, lorsque je vais retirer la cale brutalement comme ceci, le piston va avancer, il va donc prendre de la vitesse, puisque d de mv sur dt égale, je peux calculer son accélération initiale. Accélération initiale du piston. J'appelle MP la masse du piston, ou M piston la masse du piston. D la vitesse du piston sur dt égale ceci. P1 moins P0 S. Donc le piston va accélérer, il va acquérir une vitesse, et du fait de cette vitesse, je ne serai pas dans un état quasi statique, c'est-à-dire si j'arrête le processus en cours de route, eh bien, ce n'est pas une situation d'équilibre. Et par ailleurs, je l'avais indiqué la dernière fois, si le piston est en expansion rapide, vous concevez, je pense que vous sentez intuitivement qu'il va y avoir là-dedans des remous, que ça ne va pas être clair, on ne va pas du tout être à l'équilibre, et donc en fait la pression à l'intérieur ne va plus être définie. La pression intérieure n'est pas définie pendant le processus. La pression, on a dit que c'était, on l'obtenait par la moyenne des forces exercées par les molécules qui rebondissent. Mais en fait, au cours de l'expansion, bon, non, merde. Okay. Je pense que j'avais déjà expliqué ça. Donc la pression intérieure n'est pas définie pendant le processus. On a un processus irréversible qui n'est pas quasi statique, qui ne passe pas par des états d'équilibre les uns après les autres. Bien. Alors, néanmoins, donc on ne peut pas calculer le travail des forces de pression à partir de la pression interne, puisqu'elle n'est pas définie. Mais rien ne m'empêche, ça c'est important quand même de le comprendre, c'est pas parce que c'est irréversible que je ne peux pas calculer le travail des forces de pression extérieure. Parce que la pression extérieure, elle est parfaitement définie. Et la force de pression extérieure, elle est ce qu'elle est, et d'ailleurs, elle est constante au cours du mouvement. D'accord? Donc, je peux quand même calculer le travail des forces de pression extérieure. Eh bien, ça vaut quoi? Ça vaut la somme de l'état 1 à l'état 2, l'état final, l'état initial et l'état final, si vous voulez, de moins P extérieur dV. Et comme P extérieur est constant et vaut P0, je peux le sortir. Ça fait moins P0 fois la somme de dV, c'est donc la variation de volume, donc moins P0, V2 moins V1. Voilà. Donc je peux toujours écrire que si le volume augmente, et c'est le cas en l'occurrence, eh bien le travail des forces de pression extérieures va être négatif, parce que V2 donc, est plus grand que V1. Donc, c'est pas parce que le système, la transformation n'est pas réversible qu'on ne peut pas calculer le travail des forces de pression, mais alors des forces de pression extérieures, parce que la pression intérieure, encore une fois, elle n'est pas définie. Tout à l'heure, quand j'ai remplacé P par nRT sur V,
c'était la pression du gaz. Là, c'est pas la pression du gaz, je ne la connais pas. Elle sera définie après quand on aura atteint l'équilibre. Mais tant qu'on n'est pas à l'équilibre, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de température. Les fonctions d'état ne sont pas définies parce qu'on n'est pas dans un état d'équilibre, justement. Bon, c'est tout, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Et je voudrais maintenant prendre un exemple qui va nous mener un peu plus loin. L'exemple un peu opposé à celui-là, qui est l'exemple d'une compression brutale, alors également irréversible. Donc petit f, compression brutale. Alors je vais à nouveau prendre un genre de piston comme ça. Je vais le mettre vertical cette fois. Ah oui, bonne idée. Merci. PVT à l'intérieur, je vais appeler ça P1, V1, T1. L'état initial. D'accord, donc ça c'est l'état initial avec la pression extérieure P0. Oui. C'est la somme des forces sur le piston. C'est la force sur le piston. Donc il y a la force du gaz qui pousse par là, plus la force du gaz extérieur qui pousse par là, et la somme des deux, ça faisait ça. Donc le piston est soumis à une résultante de force qui n'est pas nulle, donc il est accéléré, en vertu de la loi de Newton. Okay. Bien, alors, voilà le gaz au départ. Donc, dans cette situation-là, l'équilibre impose que P0 égale P1, de telle sorte que la force résultante sur le piston soit nulle, si je néglige son poids. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à l'instant t égale 0, je vais poser là-dessus une masse M. Je le pose sur le piston, je lâche dessus, enfin, je le lâche délicatement, je ne fais pas un choc, je le pose, je le tiens, puis à un moment, je le lâche. Et donc, on va avoir une situation où le gaz va se retrouver comprimé, simplement parce qu'on a rajouté une masse ici, en fait, d'accord ? Et donc là, j'ai P2, P2, P2. Alors, au départ, j'ai donc P1 qui vaut P0, condition d'équilibre. Que vaut P2 à la fin de l'opération? Si j'atteins ici un équilibre, que vaut P2? Toujours P0 ici, la pression atmosphérique par exemple. Que va valoir P2? P2, ça va être ce qu'il faut pour faire en sorte que ce corps-là soit à l'équilibre. Enfin, le corps, je veux dire, par exemple, le piston. C'est-à-dire qu'il faut que la somme des forces sur ce corps soit nulle. Comment j'écris ça? Je calcule ces forces-là. Donc il y a quoi comme force qui s'applique sur ce piston-là? J'ai la force de pression au-dessus. Je vais appeler ça l'axe Z, d'accord, avec le vecteur unitaire UZ, comme ça. Je vais mettre des directions, enfin tout ça est monodimensionnel. Donc la force de pression extérieure, c'est quoi? C'est P0 fois S. Cette surface-là, c'est S. La pression fois la surface, ça c'est la norme. Maintenant, quelle est la direction? Eh bien, c'est suivant, moins UZ. Voilà la force de pression extérieure. Que vaut la force de pression intérieure? Enfin, du gaz dedans. Eh bien, c'est P2 fois S, ça c'est sa norme. Et quelle est la direction? Eh bien, ça pousse vers le haut, donc plus UZ. Et puis, il y a le poids de la masse que j'ai rajouté par-dessus, mg, qui elle est dirigée vers le bas, donc moins mg uz. Et si je suis à l'équilibre, eh bien j'ai la somme des forces qui vaut 0. Par conséquent, la pression P2 vaut P0 plus mg sur S. Vers l'étape intermédiaire, j'ai P2S égale P0 plus mg, c'est-à-dire P2 égale P0 plus mg sur S. Donc je vois que la pression dans l'état d'équilibre final, elle est très bien définie, et elle vaut P0 plus mg sur S. Alors j'insiste à nouveau pour dire que cette transformation est irréversible, puisque dès l'instant que j'ai lâché M, ça a comprimé brutalement le gaz, donc il y a eu
le piston a eu de la vitesse, la pression n'est plus définie à l'intérieur, hein. Donc je ne sais pas ce que vaut la pression, elle n'est pas définie vraiment, hein. Donc entre l'état 1 où la pression vaut P0 et l'état 2 où la pression vaut ça, je ne sais pas ce que vaut la pression, plus exactement elle n'est pas définie. Oui. Si pour la même expérience on déposait la masse lentement au fur et à Voilà, mesure. donc ça c'est le cas qu'on avait mentionné la dernière fois. Si à la place on dépose des grains de sable un par un, alors on va pouvoir dire qu'à chaque instant on est en état d'équilibre. Donc là c'était considéré comme À ce moment-là c'est quasi quasi statique, et à ce moment-là On peut la définir. pression est bien définie à chaque instant. statique. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment ça la différence. Là, ce cas est clairement irréversible parce qu'on ne passe pas par des situations d'équilibre intermédiaire. Alors ça n'empêche pas donc que la pression au début est connue et la pression à la fin est connue. Mais maintenant, si je vous pose la question, quel est le volume à la fin? Eh bien là, vous allez voir que vous tombez... Alors pardon, au passage, on était parti pour calculer le travail, donc je vais calculer le travail. Donc c'est quoi le travail? Alors le travail de quoi? Le travail de la pression extérieure sur le gaz. La pression extérieure c'est quoi en fait? C'est P0 plus M sur S. Dès le début il y a la masse M qui pousse en plus. Donc c'est plus Mg sur S. Ça. P0 plus Mg sur S. Je fais la somme de ça fois dV et donc ça fait moins P0 plus Mg sur S fois V2 moins V1. Hein, ceci est constant, et donc je calcule comme tout à l'heure le travail des forces de pression. Donc, aucune difficulté, c'est juste un cas de plus, mais c'est vraiment le travail élémentaire delta W, c'est moins P dV, et donc W, c'est la somme de ça. Ici, la pression est constante, donc je la sors, et donc ça fait moins P delta V. Ok. Pas de difficulté particulière. Mais alors maintenant, si je vous demande quel est le volume V2, eh bien, vous ne pouvez pas me répondre comme ça, parce qu'en fait, on ne connaît pas la température, a priori. En fait, le volume à la fin va dépendre de la température qu'on obtient. Parce que ce qui est certain, c'est que j'ai P1V1 qui vaut nRT1 et que P2V2 vaut nRT2. Je connais P1, c'était P0, je connais P2, c'était 0 plus Mg sur S. La quantité de gaz à l'intérieur, c'est la même, d'accord? Donc si je fais le rapport des deux, par exemple, ici, je vais trouver V1 sur V2 égale T1 sur T2 fois P2 sur P1. Je connais P2, je connais P1, mais je ne connais pas les températures. Et donc, je ne sais pas quel est V2. V2 va dépendre de T2. Alors, si je dis en plus que ceci se fait, que j'attends l'équilibre thermique à la fin, de sorte que là, mettons le thermostat, enfin, l'atmosphère considérée comme un thermostat à la température T0, si T0 est le même au début et à la fin, ben à l'équilibre, on aura T1 qui vaut T0, et donc T2 aussi qui vaut T0, et du coup, ce rapport est nul, et donc le rapport des volumes, c'est le rapport de pression, et j'ai le rapport des pressions, donc c'est réglé. Mais vous voyez que ce n'est pas forcément le cas. Si je prends une autre situation dans laquelle je fais ça, mais je fais ça dans un piston calorifugé, c'est-à-dire dans un truc où je ne laisse pas des échanges thermiques. Dans un calorimètre, enfin, vous avez déjà travaillé avec des calorimètres, j'imagine. Si vous faites cette expérience, alors T2, il n'y a aucune raison que ce soit T0. Et donc vous ne pouvez pas connaître le volume ici. Ça va dépendre de la température. Il vous manque quelque chose ici. Vous voyez, en fait, le volume final va dépendre de la température finale, et tout ça va dépendre en fait de la transformation qui a vraiment eu lieu. Entre cette transformation irréversible là, où j'ai posé la masse et ça a comprimé le gaz, et puis ça fait ce que ça fait, je ne sais pas trop le décrire pour l'instant, et une transformation où j'aurais mis effectivement, quasi statiquement, des grains de sable les uns après les autres, pour qu'à la fin il y ait la même masse, de telle sorte qu'il y ait la même pression en bas. La pression, ça dépend juste de la masse qu'on a mise dessus. Ben, entre ces deux expériences, celle où je mets rapidement, enfin, d'un bloc la masse et l'autre où je la mets petit à petit, passer par des états d'équilibre, eh bien, je ne vais pas obtenir la même température, et donc je ne vais pas obtenir le même volume. Vous voyez qu'il manque quelque chose, et la thermodynamique est justement là pour nous expliquer, pour nous donner les clés de ce calcul.
quel va être le volume final une fois que j'aurai posé la masse M dessus. Encore une fois, si j'autorise les échanges de chaleur de telle sorte que la température finale soit la même que la température initiale, je sais le calculer. Mais si je vous demande en plus de calculer T sans supposer que c'est à l'extérieur, enfin que s'équilibre avec l'extérieur, eh bien il vous manque quelque chose. Donc c'est un peu ça aussi l'enjeu de la thermodynamique, c'est d'essayer de voir comment peut se répartir l'énergie qui a été apportée entre la chaleur, je mets des guillemets sur tous ces mots-là, hein, et la compression du gaz ici. Ok. Bon bref, c'était juste pour vous faire sentir que, enfin, c'est peut-être pas très intuitif, parce qu'on a l'impression qu'on part du même état initial, on arrive au même état final, c'est-à-dire qu'il y a la masse qui est posée sur, il y a une masse bien déterminée qui est posée dessus et qui a comprimé le gaz, sauf que suivant la façon dont on l'a fait, de façon réversible ou pas par exemple, avec échange de chaleur ou pas, on va pas du tout obtenir le même résultat. Ça a l'air d'être le même état, ça. Enfin, ça a l'air d'être des états bien définis, mais si vous n'avez pas dit ce qu'il advenait de l'énergie sous forme de chaleur, vous ne savez rien dire. Donc il va falloir trouver un moyen de formaliser physiquement, d'exprimer les échanges d'énergie et de pouvoir calculer ce genre de choses. Alors avant d'en venir justement à la notion d'énergie interne qui va nous donner la clé de tout ça, je finis par un quatrièmement, ça doit être le grand 1, là, on est dans le grand 1. Je finis par un petit commentaire sur la représentation graphique du travail. Alors quatrièmement, représentation graphique. Enfin, bon, je ne peut-être pas trop insister, mais j'essaie de vous faire sentir le truc. Ah, pardon ? 3 ? Ah ouais, ok. C'est presque un peu surprenant que un truc aussi simple que vous prenez un piston à l'équilibre, vous mettez une masse dessus, quel est l'état final ? On a l'impression que c'est de la mécanique et qu'on devrait le calculer, les forces sont connues, on met une masse dessus, l'état d'équilibre, on devrait savoir le calculer. Bien non, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, avec la mécanique seule, on ne s'en sort pas. Parce qu'il y a de l'énergie qui n'est pas mécanique, qui apparaît dans le système. Alors, ce troisièmement, donc représentation graphique du travail. Oui, alors, pour les transformations réversibles, quasi-statiques, on a vu que les grandeurs d'état, les variables d'état, sont bien définies tout au long de la transformation. On va mettre variable d'état par grandeur d'état bien définie. Et donc, on peut représenter la transformation dans un diagramme d'état. Donc j'avais mentionné ça, et on avait introduit en particulier le diagramme d'état qu'on appelle le diagramme de Clapeyron, vous vous rappelez, qui représente simplement P en fonction de V. Alors vous allez voir maintenant l'intérêt de ce diagramme de Clapeyron. Et si on représente une transformation thermodynamique partant d'un état 1 et allant à un état 2, si la transformation est quasi-statique, eh bien, est réversible, je peux représenter un chemin dans ce diagramme, puisqu'à chaque instant, les grandeurs, les variables d'état sont bien définies. Et maintenant, si je m'interroge sur le travail des forces de pression lors de cette transformation, eh bien, je peux le lire sur ce diagramme. C'est assez intéressant. Donc le travail, c'est la somme des travaux élémentaires de 1 à 2. C'est donc la somme des moins P. Alors normalement, donc ça c'est le travail des forces de pression extérieures, mais comme on est dans une situation réversible quasi statique, la pression extérieure c'est la pression intérieure, et donc j'ai moins somme de 1 à 2 de PdV. Or la somme de PdV, qui peut me dire ce que c'est la somme de PdV sur ce schéma, géométriquement?
C'est l'intégrale? C'est l'intégrale de P sur V, et donc en fait c'est cette surface-là. D'accord? Hein, vous savez, quand vous avez une fonction f de x, eh bien la somme de x1 à x2 de f de x dx, c'est cette surface-là. Tout simplement parce que vous faites des P fois dv, voilà. Voilà PdV sur un petit dv ici, puis après le petit dv suivant, voilà PdV, et puis P plus PdV. Donc vous ajoutez les petits PdV tout du long, là. dv fois P, vous ajoutez l'aire de ce rectangle, P fois dv, d'accord? Donc si vous faites la somme des PdV en prenant des dv infinitésimaux, donc la somme de ces petits rectangles va tendre vers l'aire de la courbe. Ah, donc c'est comme ça qu'on montre que l'intégrale, en fait, l'intégrale d'un point à un autre d'une fonction, c'est rien d'autre que l'aire sous la courbe. Bon. Donc, alors, ok, il n'y a rien de magique, hein, c'est l'intégrale, mais du coup, vous voyez que vous pouvez lire sur une transformation le travail des forces extérieures. Alors, attention quand même aux signes. Donc, PdV, c'est bien cette aire-là. Le travail, c'est moins P, moins somme de PdV. Donc, si la transformation se fait dans ce sens-là, ici, le travail va être négatif. Parce que la somme de PdV, c'est cette aire-là, moins négatif. Et effectivement, vous avez ici une transformation dans laquelle le volume augmente. Si le volume augmente, le travail des forces de pression est effectivement négatif. Il faut vaincre les forces de pression. Par contre, si la transformation se fait dans l'autre sens, même à partir des mêmes états initiaux et finaux, eh bien, attention, PdV, c'est toujours l'air sous la courbe, mais si vous parcourez dans l'autre sens, le travail ici va être positif. Effectivement, vous avez une compression d'un volume... Ah, pardon. Oui, enfin, du coup, c'est lui qui devient 1. D'accord. Si vous partez de là et si vous le faites dans l'autre sens. Alors il y a un truc amusant, c'est que si on fait maintenant un cycle, quand vous partez d'un point, puis vous faites un trajet, puis vous revenez. Si vous faites un cycle comme ceci, vous pouvez décomposer le travail. Donc je dis que je tourne dans ce sens-là. C'est un cycle, je pars d'ici, initial et final, c'est les mêmes. Je pars d'ici, je passe par là, puis je reviens. Vous pouvez décomposer le travail, qui est toujours, le travail total, c'est toujours la somme des moins PdV du début à la fin, de l'initial au final. On revient sur soi-même, sur le même point. Vous pouvez le décomposer en le travail d'ici à là, par exemple. Alors, vous avez une première partie de la transformation qui fait ça, d'accord? De là à là. Alors, le travail de ça, c'est quoi? C'est cette aire-là, avec quel signe? Avec le signe moins, c'est moins PdV. Et puis après, vous avez le travail sur cette partie-là. Et à ce moment-là, c'est moins, enfin, c'est l'air bleu, là, mais cette fois avec le signe plus. Donc c'est plus le bleu, moins le vert. Ça fait moins l'air qui est à l'intérieur. Enfin, l'air AIRE. Ouais, je vais le faire là. Ouais. Alors. Si vous allez de là à là, le travail, c'est moins l'air vert, d'accord? Maintenant, si vous allez de B, donc ça c'était la partie là. Si vous allez de B à A, donc dans ce sens-là, le travail, c'est plus l'air bleu. Moins ça, plus ça, ça donne moins ce qu'il y a dedans. Ok? Donc si vous avez un cycle, le travail, il se voit sur le cycle, c'est l'air inséré, enfin, dans le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, le travail, c'est l'air du cycle.
Avec quel signe? Donc si on tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est positif, c'est négatif. Si on tourne dans l'autre sens, c'est positif. Faut pas apprendre par cœur, hein, il suffit de regarder. Hein. Donc si je tourne, je vais faire un exemple comme ceci. Donc, attention, hein, c'est bien le diagramme de Clapeyron. Il ne faut pas appliquer ça à tous les diagrammes. C'est parce que le travail, c'est moins de PdB. Donc si maintenant je fais un cycle comme ceci, je peux le décomposer en deux bouts là, et je vais avoir l'aire verte, c'est celle-ci, avec le signe moins, et plus l'aire du retour ici, là, plus tout ça. Donc je vais avoir le bleu moins le vert, et donc ça me fait le rouge avec le signe plus ici. Donc si on tourne comme ça, le travail est positif, et si on tourne comme ça, le travail est négatif. Encore une fois, n'apprenez pas par cœur de quel sens est positif, il faut réfléchir 2 secondes. Oui. Comment on peut dire que le vert là-bas est négatif, alors qu'à un moment il y a quand même une diminution du volume, je sais pas comment dire. Non, parce que ici là, Ouais. pas parce que j'ai mis la flèche par là, donc on va par là d'abord. Ouais. Donc là, on augmente le volume, donc les forces de pression travaillent négativement, Ouais. et là, les forces de pression travaillent positivement. Ah, ouais. Donc ça continue. Et le point clé, c'est que si au retour, quand c'est positif, l'air est plus grand, c'est-à-dire que le travail positif est plus grand que le travail négatif, et donc le bilan est positif. Mais par exemple, dans l'autre cas, le bleu, là ça fait les deux. Ça diminue et ça réaugmente. Comment on peut dire que c'est plus Ah là, c'est positif pareil. que négatif? Sur la partie verte, Ouais. ça Là, je suis augmente, donc c'est d'accord. négatif, Là je suis d'accord, ouais. et là, c'est positif. Ouais, ça réaugmente quand même au bout d'un moment, donc comment on peut Après, expliquer que... là, ça monte. Ah non, le volume, il décroît tout le temps. Ah ouais, c'est Oui, c'est pas la pression. c'est Oui, la pression. oui, la pression augmente, Si mais le le volume volume décroît, le travail est positif. Bah ouais, là c'est en fait c'est logique, si ça appuie, ton volume il descend. En fait, Ouais. Si le volume diminue, c'est que la pression extérieure, elle cherche à faire ça, à faire diminuer le volume. Ouais. Donc si le volume diminue, eh ben, c'est qu'elle travaille positivement. Si le volume augmente, c'est que la pression extérieure est contrariée et contrecarrée. Je disais la pression en fait. Oui, c'est ce que j'ai compris en vous le disant. Ok. Bon. C'est un peu une anecdote, mais quand on fera les cycles thermodynamiques plus tard dans le cours, ce sera intéressant, ça sera important de se souvenir de ça. Mais je le redirai à ce moment. Ok, alors on va introduire maintenant une grandeur absolument capitale, autour de laquelle on tourne depuis le début, qui est l'énergie interne. Donc on va faire ce grand 2. Donc en 2, énergie interne, une notion d'énergie interne, et premier principe de la thermo, où est-ce que j'ai fait ça? J'ai laissé ça sur un troisième mot. Ouais. Non, c'est tout. Notion d'énergie interne. On va sortir là pour ce grand 2. Alors, c'est à la fois simple et capital. Et je vais introduire ceci avec un chapitre, avec une conception qui s'appelle « Où est passée l'énergie ?» Vous avez déjà joué à ce petit jeu un moment. Où est passée l'énergie? Donc, je vais reprendre le cas, par exemple, du piston qu'on comprime. Ah non, le fond est là-bas. Voilà. Alors, je considère le gaz là-dedans, là. Et puis, j'exerce une force et je comprime. Je pousse le piston, je comprime le gaz. En faisant ça, je sais pas, petit A, piston. En faisant ça, clairement, je travaille, je fournis un effort et j'effectue un déplacement. Donc si je pousse le piston pour comprimer le gaz, je fournis de l'énergie. Quelle énergie? Ma force fois le déplacement. Travail mécanique que j'ai produit. Sauf qu'une fois que j'ai poussé le piston, là, où est passée l'énergie? Donc, force exercée, déplacement.
Donc ça fournit un travail positif. Et pourtant, une fois que j'ai comprimé le gaz, il est au repos, ce gaz. Où est passée l'énergie? Parce que vous vous souvenez de l'équation de Newton, d'accord, et du théorème de l'énergie cinétique. Hein, on a D de C qui vaut le travail des forces, d'accord, ou si vous voulez, delta de C égale somme des travaux des forces. Or là, si je considère le système gaz, j'ai fourni un effort, j'ai fourni du travail, or il est toujours au repos. Je vois pas son énergie cinétique. Alors la clé, c'est que la force que j'ai exercée, je ne l'ai pas exercée sur le gaz en tant qu'entité globale macroscopique. Je l'ai exercée en réalité sur chacune de ces molécules. Donc, ceci est vrai, de manière générale, sur toutes les particules d'un corps. Ça, c'est la loi de Newton. Hein, vous vous rappelez comment on démontre ça? Enfin, je crois que je l'avais refait. Hein, mdv sur dt égale somme des forces. Et vous faites ça scalaire dn. Donc, mdv sur dt fois le déplacement, c'est vdt. D'accord? Et ça, c'est d de 1,5 de mv2, et ça, c'est le travail. Donc, cette expression-là, c'est juste la loi de Newton, en 2 lignes, vous l'avez. Donc ça, c'est imparable. Chaque molécule, s'il y a un travail effectué sur elle, elle a gagné de l'énergie cinétique. Sauf que justement, le travail des forces de pression, c'est des collisions comme ça, à l'échelle microscopique en réalité. Quand je pousse le piston, je ne pousse pas le gaz. Le gaz lui-même en tant que système, si c'était lui vraiment qui prenait sur lequel j'exerçais mon effort, eh bien, si je lui donne du travail, il doit augmenter son énergie cinétique. C'est imparable. Or, au début, il a une vitesse nulle, à la fin, il y a toujours une vitesse nulle. Il n'y a pas de variation d'énergie cinétique du gaz global considéré comme système macroscopique. Mais en réalité, j'ai appliqué ma force sur les molécules et elles ont gagné de l'énergie cinétique. C'est imparable. Donc l'énergie, elle est là, mais ça ne se voit pas parce que ce n'est pas l'énergie du système macroscopique telle que je la vois macroscopiquement, justement, c'est l'énergie des particules. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai poussé le gaz, j'ai fourni de l'énergie, eh bien, d'une façon ou d'une autre, cette énergie se retrouve à l'intérieur du système, et en l'occurrence, on sait que c'est l'agitation des molécules. En fait, toutes, globalement, elles vont plus vite. Donc, j'ai augmenté la température, etc., etc. Donc, l'énergie est passée à l'échelle microscopique, mais elle est toujours là. Deuxième exemple. Peu importe le titre, j'appelle ça pendule amorti. Donc, une expérience simple. Vous mettez dans une enceinte, vous mettez un pendule comme ça, puis vous le lancez là, voilà. Et puis vous le lâchez. Alors il va osciller, à un moment il va s'arrêter. En général, il y a toujours des frottements. Forcément des frottements de l'air ou sur le bord d'ailleurs. Donc à la fin, il va s'arrêter. Où est passée l'énergie? Il y avait de l'énergie, il n'y en a plus. C'est pas possible, l'énergie se conserve. Donc en fait, ça a chauffé le gaz. C'est-à-dire que en perdant de l'énergie, l'énergie a été communiquée à une autre échelle, aux particules qui composent le gaz. Et donc, ce processus qui a l'air, à l'échelle macroscopique, d'être un processus qui dissipe de l'énergie, est en fait un processus qui redistribue l'énergie autrement. Puis je vous avais pris l'exemple de Joule, là, on remuait de l'eau en faisant tomber une masse. Là. Vous vous rappelez comment Joule a déterminé l'équivalent entre un Joule et une calorie. Donc je ne le définis pas. Enfin, je le réécris pas. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça nous amène donc à définir la fonction énergie interne. Donc deuxièmement, la fonction d'état énergie interne.
Alors c'est simple, ce qu'on appelle l'énergie totale d'un système, on peut la décomposer de la façon suivante. Une énergie macroscopique, une énergie mécanique macroscopique. Donc, rappelez mon abréviation là. Plus une énergie microscopique. Et donc, cette énergie macroscopique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique du corps macroscopiquement. Donc, si le gaz bougeait dans la pièce, par exemple, alors on pourrait dire qu'il y a une certaine énergie cinétique. Donc ça, c'est l'énergie cinétique macroscopique, plus l'énergie potentielle macroscopique. Alors là, il faut que je précise ce que j'entends par là. Cette énergie potentielle macroscopique, c'est l'énergie potentielle liée à la présence de ce système dans des champs extérieurs. Dans un champ extérieur, c'est-à-dire que globalement, le gaz dans ce piston, il a, alors là, s'il est au repos, il n'a pas d'énergie cinétique, mais s'il est dans un champ de pesanteur, bah, le gaz, il a une certaine masse, et donc il pèse quelque chose, et donc il a comme énergie MGH au-dessus de la référence. Si je prends 0, la référence pour les énergies potentielles à l'altitude 0, s'il est à l'altitude H, il a pour énergie MGH. Bon, donc ça, c'est l'énergie macroscopique du gaz, globalement considéré en tant que tel. Du gaz ou de n'importe quel système thermodynamique. Et puis, en plus, il y a l'énergie qu'on ne voit pas, l'énergie qui se trouve à l'échelle microscopique et qui est composée également d'une énergie cinétique microscopique, liée, donc ça c'est vraiment au mouvement des constituants, plus une énergie potentielle microscopique. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien ça, c'est l'énergie d'interaction des molécules entre elles, ou des constituants du corps entre elles, entre eux. Donc, énergie d'interaction des constituants. Ah, c'est bien quand vous vous taisez, c'est génial. Vous faites pas ça tout le temps. C'est le pied. Ok? Des constituants avec un S. Donc, à ne pas confondre avec, par exemple, chacun des constituants a une masse et donc a une énergie potentielle dans le champ de pesanteur extérieur. Ça, c'est compté là-dedans. Ça, c'est l'énergie globale de... Si vous voulez l'énergie potentielle de pesanteur, si vous faites la somme de l'énergie potentielle de pesanteur de chacune des molécules de ce gaz, ça va être simplement la masse totale du gaz fois G fois H. Donc, il ne faut pas la compter à la fois en macroscopique et à la fois en microscopique. Donc, l'énergie potentielle microscopique, c'est vraiment l'énergie d'interaction entre les molécules entre elles, qu'il y ait un champ extérieur ou pas. Donc, c'est pour ça que j'ai bien précisé ici, ça c'est l'énergie potentielle liée à un champ extérieur. J'ai pris l'exemple du champ de pesanteur, mais dans un champ électrique, si votre gaz est chargé et que vous êtes dans un champ électrique, vous avez une énergie associée au fait qu'une charge dans un champ électrique, ça a une énergie. Vous n'avez peut-être pas encore vu ça, mais enfin, vous le verrez. Voilà, donc ça c'est les champs extérieurs, ça concerne le système globalement, et ça concerne donc les molécules individuelles, leur énergie cinétique individuelle et leurs interactions les unes avec les autres, pas avec le monde extérieur, vraiment interne. Eh bien ça s'appelle l'énergie interne, c'est vraiment l'énergie qui n'est pas liée à la présence du système dans un milieu extérieur, juste liée à son contenu et les interactions entre ses constituants. Donc ça s'appelle l'énergie interne. Et on note ça grand U. C'est comme ça, tout le monde note ça grand U, donc vous notez ça aussi grand U. À moins qu'on précise autrement, mais ça m'étonnerait que ça arrive dans les exercices. On réserve cette lettre pour l'énergie interne. Alors maintenant, il faut détailler un petit peu cette énergie interne. Je vais la noter aussi suivant plusieurs termes. Je vais la noter je vais dire U0 plus... Alors,
ça, si vous voulez, les notations, c'est toujours un peu difficile. Alors, je vais vous expliquer, ça c'est important aussi à comprendre. J'ai l'air d'écrire la même chose ici et là. Donc un petit commentaire et vous allez comprendre très vite. L'énergie interne d'un système, il y a une partie qui ne va jamais changer et une partie qui va changer. Par exemple, si je prends à nouveau le cas du piston, l'énergie interne ici du gaz, alors si c'est un gaz parfait par exemple, vous vous rappelez la définition du gaz parfait, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Donc l'énergie potentielle d'interaction, elle n'est pas là. Et donc vous avez juste les molécules et leur énergie cinétique. Chacune a un petit 1,5 de MVI carré, 1,5 de MVJ carré pour chacune des molécules, I, J, etc. Donc ça, c'est l'énergie cinétique des molécules. Mais en réalité, il y a encore autre chose comme énergie. Ces molécules-là, en fait, même une molécule seule au repos, ça a de l'énergie. Par exemple, ça a de l'énergie chimique. D'accord ? Si je prends ma barre de Mars, là, je vais avoir une barre de Mars pour faire de la thermo. Si je prends ma barre de Mars, là, les molécules là-dedans, elles ont une énergie. Donc l'énergie totale, on est d'accord, c'est sa vitesse au repos là dans ce référentiel, son énergie potentielle de pesanteur, ça c'est macroscopique. Microscopiquement, il y a une agitation des molécules à l'intérieur, donc elles ont chacune 1,5 de MV2, leur énergie cinétique. Elles sont peut-être aussi en train de tourner si ce n'est pas des molécules monoatomiques, on va y revenir. Mais il y a aussi de l'énergie dans le fait que ces molécules-là, par exemple, si je mange cette barre de Mars qui ne va pas tarder, et que la digestion va modifier l'état chimique des molécules, va changer les molécules, et je vais récupérer de l'énergie. Vous savez bien que les réactions chimiques peuvent vous donner de l'énergie. Donc, dans la structure même de la molécule, il y a de l'énergie. C'est quoi cette énergie? C'est de l'interaction entre les constituants de la molécule elle-même. Et puis même si vous avez juste un seul atome, vous savez bien qu'il y a beaucoup d'énergie dans un atome. Ça s'appelle l'énergie atomique. Dans le noyau, le simple fait que les noyaux, si vous prenez un noyau et que vous le transformez en un autre, vous pouvez récupérer beaucoup d'énergie. D'accord? Ça s'appelle l'énergie nucléaire. Donc, même juste des atomes stables, disons, l'énergie interne d'un système, d'un gaz dans lequel il y a des molécules ou des atomes, etc., a bien plus d'énergie que la simple agitation thermique. Mais quand on fait des transformations thermodynamiques, la plupart du temps, on ne fait pas de réaction nucléaire. Alors, quand je comprime ce gaz, je ne vais pas libérer de l'énergie nucléaire, je ne vais pas non plus libérer de l'énergie chimique, a priori. Donc, il y a toute une partie de l'énergie interne du système qui est là, il y a vraiment de l'énergie, mais qui ne changera jamais. Donc, ça ne va pas entrer en jeu dans les échanges d'énergie, de travail que je vais faire lors des transformations que je considère. Donc, je mets ici dans le U0 toute l'énergie, certes, qui fait partie de l'énergie interne, qui est bien à l'échelle microscopique, mais qui ne changera pas dans les transformations considérées. Donc ça, c'est l'énergie interne qui ne changera jamais, enfin qui ne changera pas dans les transformations que j'envisage. Dans les transformations envisagées. Ok? Donc cette énergie-là, pensez juste simplement à l'énergie nucléaire de chacun des constituants. On ne va pas y toucher, on ne va pas faire de réaction nucléaire, donc de toute façon ça restera constant. Ce qui va nous intéresser, c'est les variations d'énergie. Donc vous pouvez mettre de côté tout ce qui ne changera jamais, et j'appelle ça U0, et après on l'oubliera. Donc en fait, il reste pour l'énergie interne, vraiment qui va participer aux échanges d'énergie lors des transformations, il reste l'énergie cinétique des constituants et l'énergie potentielle d'interaction entre les constituants, pas interne aux constituants eux-mêmes, comme par exemple l'énergie chimique.
Donc c'est assez clair, je pense. Ce U0, la plupart du temps, peut-être, je ne sais pas si vous regardez sur des bouquins, etc., en général, on n'en parle absolument pas. On considère qu'il y a... Parce que ça tombe tellement sous le sens qu'on ne va pas faire de réaction nucléaire, qu'on ne va pas faire de réaction chimique qui vont récupérer de l'énergie. Cependant, il peut arriver, quand on étudiera par exemple un moteur à explosion, il y a un moment, on fera probablement un exercice par exemple où vous avez le moteur à 4 temps d'une voiture par exemple, hein, vous comprimez, vous faites une étincelle, à ce moment-là vous libérez de l'énergie. L'énergie elle vient d'où? Elle vient de l'énergie interne qu'il y avait avant. C'est simplement que vous avez de l'essence qui contient beaucoup d'énergie. Si vous provoquez une réaction chimique qui libère cette énergie, vous récupérez de l'énergie, mais vous changez la nature moléculaire de votre gaz, enfin de votre mélange, d'accord? Donc, il y a tout ce qui compte en fonction du problème, c'est qu'on va oublier toute l'énergie qui ne changera jamais et on va s'intéresser qu'à ce qui sera susceptible de changer. Donc, la plupart du temps, pour un gaz simplement qui ne subit pas de réaction chimique, ça va être juste ça. Mais de temps en temps, on aura aussi besoin de puiser dans un réservoir plus profond d'énergie, dans lequel il y a en général d'ailleurs beaucoup plus d'énergie, qui est liée à la constitution physique des constituants. Oui. VI, VJ, c'est oui, enfin c'est 1,5 de MV2 de chacune des molécules. Ok? Bien. Bon, alors c'est tout pour ça. Donc, ce qu'on appelle l'énergie interne, au bout du compte, la plupart du temps, ce sera ça. En mettant de côté la partie qui ne bouge jamais, c'est comme si on changeait le niveau 0 de l'énergie. Le niveau 0, si vous voulez, c'est comme si on postulait U0 égale 0. L'énergie est définie à une constante près, et donc j'appelle 0 cette énergie-là. Il y a de l'énergie qu'on pourrait éventuellement récupérer si on allait puiser dedans, mais j'appelle l'énergie interne du système que la partie dans laquelle je ne vais pas puiser. Enfin bref, que cette partie supplémentaire. Alors, très important à comprendre, cette énergie interne est une fonction d'état. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie du système. Donc elle est ce qu'elle est. D'accord? C'est vraiment important parce que l'énoncé du premier principe est basé là-dessus. Si vous avez l'état du système qui est bien défini, c'est-à-dire pression, température, enfin toutes les variables d'état bien définies, définition d'un état à l'équilibre thermodynamique, alors U vaut ce qu'il vaut et c'est bien défini aussi. L'énergie interne est toujours bien définie pour un état, c'est l'énergie qu'il y a dedans. Donc c'est une fonction d'état. Alors, on va prendre tout de suite l'exemple du gaz parfait, parce que pour un gaz parfait, il n'y a pas d'énergie potentielle d'interaction entre les molécules, puisque vous vous rappelez la définition du gaz parfait, donc c'est qu'il n'y a pas d'interaction. Et du coup, il n'y a que de l'énergie cinétique. Alors on peut le calculer, l'énergie interne. Il suffit de faire la somme de l'énergie cinétique de chacune des molécules. Alors allons-y. En fait, on l'a déjà fait. Enfin, je vous ai déjà donné le résultat lors du premier ou du deuxième cours. Donc, troisièmement, cas du gaz parfait. Cas du gaz parfait. Donc, par définition, je rappelle, le gaz parfait, par définition, le gaz parfait, phase d'interaction microscopique égale 0, et par conséquent, l'énergie interne, c'est simplement la somme sur tous les constituants. En petit i, donc de i égale 1 à grand M, le nombre de molécules, V1,5 de M VI carré. Donc ça, c'est pas quelque chose en plus, c'est la traduction de ce qu'on a dit avant. L'énergie interne, c'est toute l'énergie qu'il y a et qui est susceptible de changer. Et dans le cas du gaz parfait, la seule énergie qu'il y a disponible, c'est l'énergie cinétique des molécules. Alors, comment calculer cette énergie ? Alors, on va considérer d'abord le cas d'un gaz parfait monoatomique. Gaz monoatomique, c'est-à-dire que voilà, c'est constitué d'atomes, enfin,
les molécules du gaz sont juste de simples atomes. Alors qu'est-ce qui peut arriver à un atome? Il peut se déplacer et c'est tout. Et il a donc une vitesse qui a pour composante Vx, Vy, Vz. Et alors c'est ce qu'on appelle, on dit qu'on a 3 degrés de liberté. Cet atome peut se déplacer librement suivant l'axe X, librement suivant l'axe Y, librement suivant l'axe Z. Donc il peut avoir des vitesses Vx, Vy, Vz, a priori quelconques. Et en fait, on a déjà écrit la distribution des vitesses à l'équilibre. Vous vous souvenez, la probabilité, par exemple pour l'axe X, la probabilité d'avoir la vitesse d'une molécule donnée entre Vx et Vx plus dVx, c'était égal à, vous vous souvenez, E puissance moins 1,5 de m Vx carré sur kBt fois donc dVx. Et puis il y avait un facteur ici multiplicatif qui n'est rien d'autre que le facteur qu'il faut pour que ça fasse 1. L'intégrale de la probabilité, la somme de toutes les probabilités, ça doit faire 1. Donc d'ailleurs, ce facteur, en fait, ce n'est rien d'autre que 1 sur l'intégrale de ça. De moins l'infini à plus l'infini. On a déjà vu ça. Alors, si vous voulez calculer, du coup, l'énergie moyenne pour le mouvement suivant l'axe X des molécules, ça va simplement être la somme de P de Vx, alors la somme de 1,5 de Vx carré P de Vx dVx sur la somme des P de Vx dVx. C'est-à-dire, alors cette somme elle est de moins l'infini à plus l'infini. Enfin, si j'avais normalisé, si je normalise ici, ça va faire 1. Je le mets sous cette forme-là. C'est pareil. Donc j'ai la somme de moins l'infini à plus l'infini de 1,5 de m Vx carré E puissance moins 1,5 de m Vx carré sur kBt dVx divisé par la somme de moins l'infini à plus l'infini E puissance moins 1,5 de m Vx carré sur kBt dVx. Ok? Donc c'est juste la moyenne de cette énergie. Alors je vous ai déjà donné le résultat. Quelle heure est-il là? 8. Presque l'heure. 5 minutes. Waouh! Bon, donc je ne vais pas faire ce calcul explicitement. Peut-être je ferai une petite vidéo à part alors à ce moment-là. En tout cas, ce calcul-là fait 1,5 de kBt. Il suffit de calculer, ça fait ça. On n'a pas démontré ça, déjà. Donc vous avez 1,5 de kBt pour le mouvement suivant x. Évidemment, si vous calculez la moyenne de l'énergie cinétique associée au mouvement suivant y, vous allez obtenir pareil. Et si vous faites la moyenne de l'énergie cinétique associée au mouvement suivant z, vous allez obtenir aussi pareil. Au total, la moyenne de l'énergie cinétique, c'est 3000 de kBt. On a écrit déjà plusieurs fois ça. J'ai jamais eu le temps de le calculer. Je vais le faire à part dans une vidéo, comme ça vous l'aurez pour ceux qui veulent. C'est une bête intégrale. Et ça s'obtient à partir des intégrales gaussiennes. 3000 kBt. Du coup, si chaque molécule a pour énergie en moyenne 3000 kBt, le gaz total a pour énergie cinétique interne, l'énergie interne, c'est pas l'énergie cinétique du gaz, c'est l'énergie cinétique des constituants du gaz. U, c'est simplement donc la somme sur toutes les molécules de ça, et donc ça va faire 3000 de grand N kBt, où grand N est le nombre de constituants, le nombre de molécules. Pour le gaz parfait, voilà ce que vaut l'énergie interne, on est capable de le calculer. Encore une fois, ce n'est que la partie de l'énergie interne qui correspond
la vitesse des molécules, je ne m'intéresse pas à l'énergie contenue dans la molécule elle-même. Dans l'atome, en l'occurrence, c'est un gaz monoatomique. Ok? Donc voilà l'énergie interne. Alors, on peut réécrire ça. Vous rappelez que je peux écrire grand N, le nombre de molécules, comme le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Et vous rappelez que le nombre d'Avogadro fois Kb, c'est la constante des gaz parfaits. Donc je peux réécrire U égale 3,5 de petit n nombre de moles RT. La température est directement associée à l'énergie interne de ce gaz parfait. Le gaz parfait, enfin l'énergie interne est 3,5 de nRT. Alors que se passe-t-il pour un gaz diatomique? Eh bien, ce qu'on montre en physique statistique, c'est que chaque degré de liberté de la molécule va avoir en moyenne l'énergie 1,5 de kBT qu'on a calculé ici. Or, une molécule diatomique a en fait 2 degrés de liberté supplémentaires. C'est quoi une molécule diatomique? C'est que vous avez 2 atomes liés par une liaison de covalence, typiquement. AB, d'accord? Cette molécule, elle peut, comme pour le gaz monoatomique, elle peut avoir sa propre vitesse, la vitesse de son centre de masse, d'accord? V, avec des composantes Bx, Vy, Vz. Mais en plus, cette molécule peut tourner. En fait, elle peut être orientée dans l'espace suivant comment vous allez définir entièrement la position de cette molécule. Vous allez dire où elle est. Donc ça, c'est 3 degrés de liberté suivant x, y, z. Où est son centre de masse? Et une fois que vous avez défini où est son centre de masse, vous pouvez encore définir dans quelle direction elle pointe. Dans quelle direction elle est orientée. Et ça, c'est donné par 2 degrés de liberté supplémentaires. Un angle par rapport à cet axe-là, puis après un angle par rapport à cet axe-là. D'accord? Donc pour opérer une position dans l'espace, enfin une direction dans l'espace, il vous faut 2 angles, latitude, longitude par exemple. Donc une molécule diatomique a en fait 5 degrés de liberté. Trois de position. X, Y, Z, je vais mettre XG, YG, ZG pour son centre de masse, d'accord? Où se trouve cette molécule, son centre de masse. Et après, 2 degrés de liberté d'orientation. Donc 3 de position et 2 d'orientation. Hein, donc ils sont des angles θ, phi par exemple. Donc ça a 5 degrés de liberté. Du coup, quelle est l'énergie moyenne par molécule? 5 degrés de kBT. Eh bien, c'est effectivement 5,5 de kBT. Puisque chaque degré de liberté, je vous le montrerai dans la vidéo. En fait, il faut que ce soit des degrés de liberté quadratiques, comme on dit, c'est-à-dire que 1,5 de mV2, c'est quadratique parce qu'il y a un V carré. Les degrés de liberté de rotation, vous n'avez pas encore vu l'énergie cinétique de rotation en mécanique? 1,5 de I oméga 2, ça vous dit rien? En tout cas, ce sont des degrés de liberté quadratiques, tout va bien. Donc, l'énergie cinétique pour une molécule, c'est 5,5 de kBT. Et par conséquent, l'énergie interne du gaz, eh bien, c'est la somme pour toutes les molécules de ça. Donc, ça fait 5,5 de grand N kBT, c'est-à-dire 5,5 de nRT. Voilà l'énergie interne d'un gaz diatomique. Et pour finir, 2, 3, c'est là, il est. Direct, boum, premier tour. à haute température,
Qu'est-ce que ça change si le gaz diatomique est à haute température? Eh bien, en fait, il a des degrés de liberté supplémentaires. Si vous avez cette molécule diatomique et que la température est élevée, c'est-à-dire que l'énergie est grande, en fait, cette molécule va cesser d'être rigide. Là, je l'ai considérée implicitement rigide. J'ai dit que je définissais la position et l'orientation de cette molécule juste en disant où elle est et dans quel sens elle pointe. Mais en réalité, vous avez un degré de liberté supplémentaire qui est la distance entre les deux atomes qui constituent la molécule. Cette distance AB, là, si la température est très élevée, elle peut varier. Vous pouvez, si vous voulez représenter cette molécule, comme si vous aviez deux atomes reliés par un ressort de raideur K. Cette raideur est très grande, il faut beaucoup d'énergie pour la déplacer parce que c'est des liaisons chimiques qui sont très puissantes. Donc si la température n'est pas trop grande, la distance AB, elle est fixée, elle ne bougera pas et donc ce n'est pas un degré de liberté. Mais si la température devient très grande, vous avez ce degré de liberté. Et donc vous allez pouvoir, vous avez un degré de liberté en plus qui est la distance entre A et B, et vous avez encore un autre qui est la vitesse de cette oscillation. C'est-à-dire vous avez un ressort, et ce ressort, enfin, associé à cette liberté supplémentaire, vous avez une énergie potentielle 1,5 de kx2, quoi, et une énergie cinétique d'oscillation. Donc ça fait 2 degrés de liberté supplémentaire. Et donc, l'énergie interne, ça va être 7,5 de nRT pour un gaz diatomique à haute température. Donc voyez comment typiquement on peut calculer l'énergie interne dans des cas simples. Là, c'est le gaz parfait. Ce qui est bien avec le gaz parfait, c'est qu'on néglige complètement les interactions entre les molécules. Dans le cas du gaz réel, alors il y a en plus l'énergie potentielle d'interaction. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que l'énergie interne, pour un gaz réel, va dépendre aussi du volume, c'est-à-dire en fait de la densité. Ça va dépendre du volume parce que ça va dépendre de la distance moyenne entre les particules. Ici, et ça c'est en fait, on peut prendre ça comme une définition du gaz parfait. Vous voyez que pour le gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. Et pas du volume, ni de la pression, ni de quoi que ce soit, ça dépend que de la température. Je note ça et on s'arrête. U ne dépend que de T.